Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président Patrick Martin, Mesdames et Messieurs les adhérents du MEDEF, les chefs d'entreprise qui êtes là, et Mesdames et Messieurs. Alors pour le jeune garçon épris de sport que j'étais, et que d'une certaine manière je suis encore, parce que, vous le savez bien, même au long de la vie, l'enfance et l'adolescence, leurs rêves et leurs enthousiasmes ne s'effacent pas. Pour ce jeune adolescent-là, si on lui avait annoncé qu'il se retrouverait un jour sur le central de Roland-Garros, devant un public nombreux, choisi et chaleureux, ce n'est pas à la politique qu'il aurait pensé, il aurait eu des rêves d'exploits, de raquettes, de balles, et pas vraiment dans le cadre d'une rentrée politique à haut risque. Mais d'une certaine manière, ce sont des rêves semblables, de défis qui paraissent hors d'atteinte, de triomphes d'adversaires qui paraissent a priori plus puissants et de mobilisation de toutes les énergies. Les entrepreneurs de France et les entreprises de France, tous ceux qui les font vivre, depuis leurs créateurs, leurs dirigeants, leurs cadres et leurs salariés, tous ceux-là sont confrontés au défi même qui est celui de tous les êtres humains depuis que l'humanité s'est formée en société. Comment se projeter vers l'avenir, ce qui impose de décider de vaincre l'impossible. Se projeter vers l'avenir, c'est exactement notre défi. La situation du monde, vous la connaissez, la situation de l'Europe et celle de la France. Et en face de cette situation, il y a deux attitudes possibles. La déploration, ceux qui se plaignent en pensant que c'était mieux autrefois ou que ce serait mieux autrement, comme disait le grand poète Horace dans la Rome antique, il disait « Laudator temporis acti », ceux qui chantent les louanges du bon vieux temps. C'est la première attitude. Et puis il y a ceux qui comprennent qu'un nouveau monde est en gestation et que c'est ce nouveau monde dans lequel nous devrons trouver les chances qui jusque-là nous paraissaient interdites. Cette projection vers l'avenir, non seulement elle n'empêche pas la lucidité, mais la requiert. Tant sont impressionnants les défis qui sont devant nous, qui vont nous obliger à changer d'attitude, à délaisser les réflexes prêts à l'emploi et à inventer au contraire la carte et la boussole vers notre avenir. Je dis cela devant vous, Monsieur le Président Patrick Martin, et devant toute votre équipe avec qui nous avons souvent échangé depuis que je suis entré en fonction. J'ai apprécié que nous partagions à chaque instant la même conviction. Même si nous n'avons pas toujours eu, notamment sur le conclave, comme on a dit, où je crois nous avons été tout près d'aboutir, mais même à ce moment difficile, j'ai apprécié que vous considériez que le dialogue ne devait jamais être rompu, et j'ai apprécié votre communauté d'engagement avec toutes les entreprises et tous les entrepreneurs français, dont vous n'avez jamais cessé, y compris dans les conversations privées que nous avions, de faire vos repères tout au long de nos multiples rencontres. Alors vous connaissez ma conviction, dont j'avoue qu'elle est peu partagée dans le monde politique français, mais qui est pour moi chevillée à l'âme. Il n'y aura d'avenir pour notre démocratie et pour notre pays que si la démocratie sociale s'affirme dans le même mouvement de responsabilité que la démocratie politique. Car le monde dans lequel nous essayons de tracer un chemin, cette jungle constamment renouvelée, ne peut pas être dirigée par un poste de commandement unique qui serait la responsabilité politique. La réalité est tellement diverse, tellement foisonnante, à chaque instant tellement bouleversée,
qu'il faut plusieurs centres de responsabilité qui dialoguent entre eux, qui s'estiment et se respectent pour que le juste chemin se trouve tracé. Je prends, et le gouvernement prend, la démocratie sociale non seulement au sérieux, mais nous la considérons indispensable à l'équilibre qui est la condition de notre avenir. J'entends bien que ce n'est pas un chemin pavé de roses. Mais peut-être m'accorderez-vous, ces temps-ci, que la démocratie politique non plus n'est pas si facile, ni évidente, ni bienveillante, ni attendrissante. Et si quelques-uns d'entre vous en doutent, demandez au Premier ministre, je suis sûr qu'il aura ces jours-ci quelques éléments à vous apporter. Mais le dialogue n'est pas seulement entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Ces deux univers sont deux univers représentatifs. Tous les deux apportent et recherchent entre les réalités souvent brutales de la vie des médiations. Alors dans l'Antiquité, et notamment dans la Grèce ancienne, c'était le rôle qui était dévolu au théâtre. On disait que la fonction du théâtre, c'était la catharsis, la purgation des passions. Et aujourd'hui, où nous vivons dans un univers de plus en plus violent, et que cette violence est elle-même désormais instituée en principe d'organisation par les grandes puissances de ce monde, par les empires chinois, américains, qui ont proclamé la fin d'un monde où la force était celle de la loi pour entrer dans un monde où la loi est celle de la force. Chacun à sa manière, Moscou par l'attaque insupportable contre l'héroïque Ukraine, avec la mobilisation de la puissance de toutes les armes, y compris contre les populations civiles. Cette nuit, 14 morts à Kiev. Pékin, avec une stratégie, vous y faisiez allusion, construite et redoutable dans le domaine technologique, industriel, commercial et des matières premières rares, une stratégie de domination pour faire pendant à la fragilité démographique qui peut frapper même un État d'1,3 milliard d'habitants. Et les États-Unis, dont nul n'imaginait qu'ils pourraient ouvertement, sans plus aucune précaution de langage, affirmer la volonté de domination, y compris face à ses plus proches et plus anciens alliés que nous, Européens, avions été sans faille. Le plus récent épisode de cette volonté de domination, par l'instauration de droits de douane unilatéraux, a montré au monde et hélas à nous-mêmes où était la puissance et où était l'hésitation et au bout du compte l'acceptation. On peut développer à l'envi les raisonnements économiques pour expliquer que le résultat de cette négociation, à mes yeux humiliante, c'était mieux que si c'était pire. Il demeure un élément déterminant, évident et massif, c'est que l'un a dicté sa loi et que l'autre l'a acceptée. Et que tel est aujourd'hui l'état du monde dans lequel nous avons à choisir un chemin. J'ai beaucoup aimé, et ce n'est pas la première fois, le discours que Mario Draghi a tenu à la fin de la semaine dernière à Rimini. Et notamment sa phrase centrale. Cet été, a-t-il dit, cet été, s'est évaporé le rêve ou l'illusion d'une Europe qui compte dans le monde. Mesdames et messieurs, le chemin dans lequel nous sommes engagés et que seul le président de la République française a essayé de détourner pour passer de la faiblesse à la volonté de l'Union européenne. Ce chemin-là nous pose une question existentielle qui est l'éternelle question de la vie des hommes, appliquée à l'Europe aujourd'hui et appliquée à chacune de nos organisations quand il le faut.
Cette question que Shakespeare a dépouillée jusqu'à l'essentiel, to be or not to be, être ou ne pas être. Et elle se traduit simplement aujourd'hui. Si l'Europe continue à choisir de ne pas exister, ou de n'exister que partiellement, ou de n'exister que velléitairement, de ne pas se battre ou de ne se battre que pour faire semblant, et une fois que la défaite est actée, de se féliciter parce qu'elle aurait pu être pire, alors cela emportera l'affaissement de chacune des parties, c'est-à-dire chacun de nos États, de nos peuples et de nos nations. Et puisque j'évoquais le témoignage de Mario Draghi, cette question de la volonté comme condition de l'existence, c'est celle-là même qui a été traitée dans le rapport Draghi. Préparer l'avenir impose des efforts de dimension conséquente, coordonnés, qui touchent aussi bien aux règles que nous imposerons à nos partenaires et à nos concurrents de respecter comme nous les respectons nous-mêmes, que dans la dimension des investissements nécessaires pour préparer l'avenir, innover et stimuler la productivité. Et cela impose aussi une certaine idée de la France. Notre nation à vocation universelle parce qu'universaliste. Notre nation, certes moyenne par le nombre de ses habitants, mais par la vocation au premier rang des nations du monde, insérée dans la communauté de civilisation que l'histoire et la culture ont construite en Europe et dont nous sommes comptables aujourd'hui et responsables pour demain. Cela entraîne deux impératifs. Le premier de ces impératifs est de mesurer nos atouts, nos forces, à nul autre pareil. Il n'y a pas d'autre puissance moyenne par le nombre qui, comme nous, et il faut d'abord en rendre grâce aux générations précédentes, il n'y a pas d'autre nation qui, comme nous, ait été capable de construire une capacité scientifique, des capacités technologiques, des démarches industrielles, telles que nous existons au premier rang dans l'univers du spatial, en produisant des lanceurs et des satellites qui se déploient sur la planète, dans l'univers de l'aviation, avec les meilleurs avions du monde, aussi bien dans l'univers civil que dans l'univers de la défense, avec les meilleurs hélicoptères du monde. Je le dis avec un soupçon de fierté régionale, des sous-marins nucléaires, dans le transport, avec de très bonnes automobiles, même si le cap des mutations est difficile à passer, notamment en raison des concurrences abusives. Une présence reconnue dans tout l'univers intellectuel de la planète, dans le domaine des mathématiques, de l'intelligence artificielle, de la physique, de la chimie, de la pharmacie, de la génétique, de l'agronomie, de l'algorithmique, de la robotique. Et ce déploiement au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, ce ne sont pas des réussites du passé, ce sont des réussites actuelles qui ont tout pour se déployer dans l'avenir. Il n'est pas de nation de taille comparable, et même de beaucoup plus grande taille, qui puisse revendiquer des réussites aussi impressionnantes. Et ces dernières années, de 2017, grâce à l'obstination du président de la République, grâce à une politique appuyée sur des événements comme Choose France et des actions puissantes comme France 2030, ces aptitudes se sont encore développées. Hélas, cette médaille qui devrait être brillante a son revers. Et ce revers se traduit, par exemple, dans les chiffres du commerce extérieur. Je me souviens que vous m'aviez invité, alors que j'étais commissaire au plan, pour analyser ensemble ce que nous dit le bilan produit par produit du commerce extérieur. Et le constat que nous sommes obligés de tirer, nous sommes les plus forts dans ce qui est le plus difficile et nous sommes dépassés dans ce qui devrait être le plus accessible si nous avions une volonté coordonnée. C'est le cas dans des domaines aussi élémentaires que l'équipement de la maison, l'électroménager,
essentiel le machinisme, les produits transformés. Et ce que le gouvernement affirme devant vous, c'est que le ressaisissement est possible. Alors disons la vérité, personne ne le croit parce que nous continuons à raisonner comme si nous étions obligés comme nous étions obligés de le faire dans le vieux monde, celui qui est en train d'être submergé par la vague des révolutions technologiques. Il y a quelques années, la variable essentielle, c'était, pour les entreprises industrielles, c'était le coût du travail. Tous nous convenions, même à notre corps défendant, de mauvais gré plutôt que de bon gré. Mais nous étions bien obligés d'en venir à la conclusion qu'avec un coût du travail 5, 8 ou 10 fois moins cher en Extrême-Orient qu'il ne l'était chez nous, les délocalisations lointaines ou un peu plus proches étaient devenues inéluctables. Cette variable déterminante, sans doute, elle n'est pas complètement effacée, elle n'a pas disparu complètement, mais elle est en partie en train d'apparaître comme effaçable dans beaucoup de domaines de l'activité de production. L'algorithmique, les capacités de calcul infiniment multipliées par l'avènement du quantique, l'automatisation et la robotique font que nous pouvons entrer de plein pied en vertu de nos capacités scientifiques et technologiques dans la nouvelle ère qui s'avance. Si c'est bien l'algorithmique et la robotique et l'intelligence artificielle qui deviennent le principe d'organisation de la nouvelle ère industrielle, alors nous ne sommes pas dominés par d'autres continents. Le travail jamais interrompu des unités robotiques, des imprimantes 3D n'est pas plus cher chez nous qu'il ne l'est sous des latitudes éloignées. Probablement même la proximité, la capacité de surveillance, la communauté de langues deviennent-ils des atouts par rapport aux habitudes de travail, des capacités de production délocalisées. Mesdames et messieurs, dans l'ancien état du monde, nous avions perdu la bataille industrielle. Dans le nouvel état du monde, nous avons tout ce qu'il faut pour la gagner. Cela nécessitera bien des conditions. Je voudrais en énoncer quelques-unes devant vous. La première de ces conditions, c'est l'édification d'une stratégie nationale de reconquête productive et commerciale. Dans plusieurs rapports au commissariat au plan, j'ai préconisé que l'on bâtisse hardiment une stratégie de filière, partant de l'analyse méticuleuse produit par produit. Nous l'avons fait au plan sur plus de 1000 produits. Analyse méticuleuse produit par produit de nos déficits dans les domaines où nous pourrions déployer nos aptitudes. Cela impose que soient réunis autour de la table, dans un travail assidu, les pouvoirs publics, États et collectivités locales, les entreprises et particulièrement les grandes entreprises qui ont acquis une connaissance de la production et des marchés, et les innovateurs ou candidats à l'innovation. Les pouvoirs publics peuvent fédérer et organiser, les grandes entreprises peuvent partager leur expérience, par exemple au plan de la commercialisation, et les innovateurs peuvent ouvrir des pistes que l'on croyait jusque-là fermées. Je voudrais insister sur ceci, nous sommes devant un grand effort national qui impose que l'on considère qu'au-dessus des intérêts particuliers, au-dessus même de l'intérêt social des entreprises, il existe un intérêt national auquel chacun peut participer de l'endroit où il se trouve avec sa capacité. Cette entreprise de reconquête exige le dépassement et la mise en commun des capacités dont les pouvoirs publics seuls, ni les entreprises seules, ni les innovateurs seuls ne peuvent assurer la matérialisation. Cette fertilisation croisée, comme on dit en génétique, c'est la condition même de la reconquête du génie français. J'introduis une question au passage qui est souvent posée. Est-ce que ce génie français est contrarié par l'impératif européen? Je crois le contraire.
Là encore, il y a fertilisation croisée. Ce n'est pas parce qu'on bâtit une communauté qu'on renonce à son identité. C'est vrai pour nos cultures, et c'est vrai en Europe pour la France. Il ne s'agit pas, comme aurait dit le général de Gaulle, que les Allemands soient moins Allemands, les Italiens moins Italiens, les Français moins Français pour construire l'Europe. C'est tout le contraire. Il faut que chacun soit soi-même et qu'il assure le rayonnement que l'histoire et la culture ont offert au peuple. Deuxième condition, il faut que chacun d'entre nous, dans ses fonctions, dans ses responsabilités et dans son aventure personnelle, soit le garant de la cohésion de notre société et de la nation. Cette idée de cohésion s'est effacée trop souvent. Elle est aujourd'hui presque ruinée par la violence des conflits, par ceux qui refusent toute autre perspective que l'affrontement intérieur, la guerre des uns contre les autres, la guerre des classes et des castes, la volonté de transformer toute tension en affrontement et tout affrontement en guerre civile, ce dévoiement de la juste défense des intérêts des uns et des autres est une menace mortelle pour la nation. La décision que j'ai prise et sur laquelle je reviendrai dans une minute, d'engager la responsabilité du gouvernement pour que nous soyons assurés que nous partageons le constat de la situation de notre pays, de sa gravité et de son urgence. Cette décision est une réponse à l'ère des mises en accusation, des injures, des blocages, dont notre pays, pas plus aujourd'hui qu'à aucune autre époque de son existence, ne se relèverait. Le gouvernement, quel qu'il soit et de quelque orientation qu'il soit, s'il n'est pas défenseur de l'unité nationale, de la cohésion et de la compréhension mutuelle, trahit sa mission. Et c'est la même chose dans l'univers des rapports sociaux. Dans la conception qui est la mienne, et j'en suis sûr la nôtre, l'entreprise n'est pas responsable que de l'intérêt de l'entreprise. Elle est responsable de la cohésion du pays autour de ces entreprises. Les organisations syndicales ne sont pas responsables que de l'intérêt de leurs adhérents, des salariés ou des cadres. Les organisations syndicales sont responsables de la solidarité du pays avec les travailleurs. L'administration n'est pas responsable que du contrôle et du respect des normes et de la sévérité des sanctions. L'administration est responsable de la reconnaissance que le pays doit construire autour de ceux qui font respecter ses règles et ses lois. Cette conception de la cohésion et de la co-responsabilité de chacun d'entre nous dans ce que nous devons à la nation qui nous a fait ses héritiers, qui nous a formés et nous a confié la responsabilité de son destin où que nous soyons, cette conception partage en réalité en deux les acteurs de l'histoire. Ceux qui veulent qu'on avance ensemble et ceux qui veulent que la société soit un champ clos où nous nous affrontons. Peut-être y a-t-il eu des époques dans lesquelles chaque pays vivant enfermé dans ses propres frontières, on pouvait considérer que la logique de l'histoire était la lutte des uns contre les autres. Mais nous savons que la France a failli en mourir. Elle a failli mourir de ces guerres de religion, elle a failli mourir dans la terreur révolutionnaire. En tout état de cause, aujourd'hui, l'idée d'un pays fermé sur lui-même dans lequel on s'affronterait pour savoir qui va dominer les autres, cette idée n'est plus viable, car nous sommes dans un monde ouvert et nos divisions internes nourrissent notre faiblesse. Et notre faiblesse nous met à terre dans la compétition internationale. La question n'est pas de savoir qui va gouverner le bateau et n'importe ceux qu'on jette à l'eau. La question est de savoir si le bateau va pouvoir affronter la haute mer, arriver à bon port, et nous sommes tous sur le même bateau. Troisième condition, plus matérielle, la question des investissements. Il n'y a pas d'aventure industrielle imaginable sans accès à l'investissement. C'est vrai dans tous les secteurs. Et la question pour le gouvernement de la garantie, de la facilité d'accès aux ressources qui permettent les investissements est une question centrale. Permettez-moi de dire un mot au passage du secteur du logement.
Je sais qu'il y a des approches différentes et des débats, mais dans la crise du logement que nous vivons aujourd'hui, la question de l'incitation à l'investissement est une grande question. C'est pourquoi j'ai inscrit dans mon discours politique général le sujet de l'investissement privé, le statut du bailleur privé que nous devons définir pour réorienter ou pour apporter une sève nouvelle à un secteur crucial aujourd'hui en difficulté. Quatrièmement, et nous abordons ici le sujet même du moment de vérité que j'ai voulu clarifier avec l'ensemble des Français et leurs représentants parlementaires. Nous vivons un moment critique de notre histoire nationale. Et tous les atouts que j'ai décrits, auxquels il faut ajouter la chance de cette histoire dont nous sommes les héritiers, de ces paysages que nous avons reçus, de la richesse culturelle de notre pays, tous ces atouts sont menacés. Et chaque entreprise, comme chaque famille, se trouve menacée par la dérive de nos comptes publics. Pas besoin d'insister auprès de vous sur la menace d'asphyxie que nous subissons. 3 350 milliards d'euros de dettes accumulées sur les 50 dernières années. Et ces 3 350 milliards d'euros de dettes nous obligent à mobiliser des sommes colossales et toujours croissantes, toujours plus importantes, pour faire face à nos annuités. Au début des années 2020, c'est-à-dire hier, nous étions à quelques 30 milliards d'euros de charges de la dette pour notre pays. Nous sommes passés à 40 milliards, puis à 50 milliards. L'année dernière, en 2024, c'était 60 milliards. Cette année, ce sera 67 milliards. L'année prochaine, 75 milliards. Et la Cour des comptes nous dit que si nous ne faisons rien, nous dépasserons de loin les 100 milliards de charges de la dette en 2029. Et il y a un autre chiffre très simple pour comprendre ce qui se passe. La France, à son rythme de croissance actuel, crée chaque année 50 milliards de richesses supplémentaires. L'année dernière, nous produisions 3 000 milliards. Cette année, nous allons produire 3 050 milliards. Sur ces 50 milliards, la moitié à peu près sont captés par la dépense publique et par les prélèvements. Et sur les 25 qui restent, 10 sont consacrés à la charge de la dette, 10 milliards de plus. Et qu'est-ce qui reste pour la vie du pays ? Alors il y a des gens qui nous disent « c'est pas grave, vous exagérez, cette dette, vous inquiétez pas, on la remboursera jamais ». Et tout va très bien, Madame la Marquise. Cela se trompe et en réalité, il nous trompe. Il suffit de regarder l'exemple de tous les pays qui nous entourent, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, sans même aller jusqu'à la Grèce, qui ont été obligés dans les années 2010 à consentir des sacrifices sans précédent pour redresser leurs comptes publics. Et il faut des années pour s'en relever ou pour ne pas s'en relever. Les premiers de ces sacrifices, ils sont immédiats, ils sont parfaitement compréhensibles, parfaitement vérifiables en passant les frontières. On commence par couper dans les retraites, on coupe dans les salaires de la fonction publique et on crée des impôts pour 4 ou 5 points de TVA dans chacun de ces pays. Et qui paie tout cela ? Mesdames et messieurs, ce sont les plus faibles, ce sont les plus fragiles, ce sont les jeunes femmes qui élèvent des enfants toutes seules, ce sont ceux qui ont les salaires moyens et plus encore ceux qui sont dans la précarité. Tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre et qu'on condamne parce qu'on refuse d'ouvrir les yeux. Et il y a une deuxième catégorie de population qui est victime, et c'est insupportable si on y réfléchit. Ce sont les plus jeunes. Nous sommes en train d'accepter qu'ils soient réduits en esclavage en les obligeant pour des décennies à rembourser les emprunts qui ont été décidés le cœur léger par les générations précédentes. Et il y a plus vicieux encore que cet héritage
que nous allons leur laisser, il y a plus obscène. Un certain nombre de ceux qui sont responsables dans leur génération de cette situation ont réussi à convaincre les plus jeunes qu'il fallait qu'ils manifestent pour demander encore plus de dettes. Ça me rappelle, vous savez, ce grand roman d'Orwell qui s'appelle 1984. La liberté, c'était leur devise, la liberté c'est l'esclavage. Et cette guerre de génération est un des stigmates les plus révélateurs de la désinvolture de notre époque à l'égard des responsabilités qui sont les siennes. Voilà la question que j'ai décidé, et le gouvernement avec moi, d'affronter depuis les premiers jours en parlant d'Himalaya des difficultés, avec une conviction que je vérifie tous les jours. Si nous choisissons le redressement, il faut que nous consentions comme peuple des efforts importants mais supportables de freinage de nos dépenses. Ce n'est pas l'austérité, contrairement à ce qu'on dit. C'est un freinage des dépenses supplémentaires pour que le pays se ressaisisse et pour que, après encore 3 années supplémentaires, si nous sommes sérieux et respectueux des plus jeunes, nous en reviendrons à l'équilibre de la dette, c'est-à-dire au point où la dette ne grossit plus chaque année. Voilà le plan, et voilà ce qui justifie les 44 milliards de maîtrise que nous avons proposés et qui sont l'étape nécessaire sur le chemin du rééquilibrage. Nous avons indiqué précisément les propositions qu'on pouvait faire, qu'on pouvait imaginer pour arriver à cet équilibre. Ces propositions peuvent toutes être discutées. Elles sont amendables à condition qu'elles ne remettent pas en cause le résultat de l'effort nécessaire. Mais ma conviction, ma certitude, c'est que cette volonté ne peut pas exister sans prise de conscience des Français. On l'a bien vu depuis des semaines. Au lieu de prendre en considération la nécessité de l'effort, les débats se sont concentrés sur des mesures. Par exemple, la proposition que j'avais faite des jours fériés, que j'avais proposé de transformer en journée d'activité pour le pays. Alors il faut vous donner la mesure de ce débat pour voir sur quoi on s'est concentré. Sur les 44 milliards nécessaires, les jours fériés, c'est à peine plus de 4 milliards. Si quelqu'un pense qu'on peut chercher d'autres jours fériés, soit. Si quelqu'un imagine d'autres moyens, je suis ouvert à la discussion. Mais je pense qu'il y a de grands progrès à faire, et par exemple que c'est une remarque de bon sens que le mois de mai est le mois le moins travaillé de l'année, en dehors des 2 mois de l'été. Une politique nécessaire, urgente, ne peut pas se mettre en place si les Français n'en partagent pas la nécessité. Sans ça, c'est l'épreuve de force, avec la stigmatisation, la mise en accusation des responsables, accusés de défendre des intérêts particuliers, par exemple ceux du patronat ou ceux des riches, alors qu'il s'agit de la sauvegarde du pays, alors qu'il s'agit purement et simplement et élémentairement de la sauvegarde de la France. Et je n'accepte pas que cette sauvegarde soit transformée en guerre du haut contre le bas, des pouvoirs contre les Français. C'est cet impératif de prise de conscience de la cohésion du pays nécessaire que permet seul l'effort partagé qui m'a conduit à la décision que vous savez et qui sera tranchée le 8 septembre. J'ai dit effort partagé et cohésion du pays. Je veux affirmer devant vous qu'il n'y aura cohésion autour de l'effort que s'il y a justice. Permettez-moi d'illustrer devant vous 2 chapitres de cette justice. Un débat s'est développé autour d'un rapport du Sénat sur les aides publiques aux entreprises. Et j'entends bien que les 211 milliards que le débat a additionnés des aides publiques aux entreprises a ajouté les unes aux autres des réalités complètement hétérogènes entre elles.
des allègements de charges qui ne sont pas seulement au bénéfice des entreprises, mais d'abord au bénéfice des salariés qui autrement n'auraient pas trouvé d'engagement, des crédits d'impôt, comme le crédit impôt recherche, et des prêts de toute nature. Ce chiffre de 211 milliards est donc largement sujet au débat. Mettons qu'il reste une centaine de milliards qui proviennent d'aides directes ou indirectes aux entreprises. Et je pense que nous devons, à l'égard des entreprises comme à l'égard de toutes les catégories de Français, réfléchir à un nouvel équilibre. J'ai proposé, et j'ai été heureux de lire que Patrick Martin était en accord avec cette démarche, qu'on recherche des allègements de ces contributions, compensés par des allègements d'obligations paralysantes qui vous sont imposées, simplification, allègement de normes, et qu'on se mette tous ensemble à préciser toutes ces décisions que j'ai proposé de trancher par ordonnance pour que le débat ne s'enlise pas. Le deuxième impératif de justice est qu'il faut que nous garantissions aux Français que les plus aisés dans la société, les plus favorisés, dont beaucoup, je le sais bien, ont construit pierre à pierre leur situation, que ceux-là vont participer à l'effort national, à la juste mesure de leurs capacités. J'ai proposé que ce soit avec les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat que nous précisions cet effort, dont je veux simplement affirmer qu'il ne devra pas toucher l'outil de travail. Nous devons considérer l'investissement productif comme un trésor national. Tout ce qui amoindrirait le redressement productif tout ce qui amoindrit le redressement productif détourne de notre pays, tout ce qui pousserait au déplacement des investisseurs, nous devons le considérer comme un risque. Mais nous devons aussi considérer comme un risque un certain nombre de dispositifs d'évasion fiscale, d'optimisation multipliée. Je le dis devant vous, dans le budget qui sera examiné cet automne, la justice est la condition même de son acceptation et de son soutien, non pas par les parlementaires, mais par les Français. Voilà l'essentiel de ce que je voulais soutenir devant vous. Importance centrale de l'entreprise, importance centrale de l'innovation dans le nouveau monde où nous allons entrer, importance centrale de la responsabilité partagée au sein de la démocratie sociale et de la responsabilité partagée pour soutenir la démocratie politique lorsqu'elle propose des décisions vitales et essentielles. Un monde est en train de s'éteindre, un nouveau monde est en train d'apparaître. Dans ce nouveau monde, nous avons décidé non pas de subir, mais d'agir. Et cet impératif de l'action, j'ai été heureux de le partager cet après-midi avec vous. Merci beaucoup.